Aujourd'hui dans le podcast AWS en français, on vous explique comment créer du contenu 3D pour tout le monde et surtout, comme d'habitude, on regarde comment ça marche derrière la scène, derrière l'application avec l'architecture AWS sous-jacente. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, comme chaque vendredi. Deux invités pour parler des cas d'utilisation de nos clients, des architectures AWS qu'ils mettent en place et que vous puissiez ainsi apprendre de leur retour d'expérience, positifs et négatifs, des vrais retours d'expérience, avec aussi les choses qui sont peut-être un peu moins reluisantes parfois. Aujourd'hui, c'est Marie et Hervé qui ont gentiment accepté d'être mes invités. Marie Gérard, Head of Growth, et Hervé Ninon, CTO et cofondateur d'une start-up franco-américaine basée aux États-Unis et en France, avec un bureau en France en tout cas, qui s'appelle Scénario 3D. Marie et Hervé, merci d'être là. Dis-moi Marie, Scénario 3D, c'est quoi ? Oui, merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Scénario 3D, c'est une application mobile qui te permet de scanner, d'éditer, d'animer absolument tout ce qui t'entoure en 3D. Donc de manière un peu plus simplifiée, ce que l'image 2D pourrait être à Instagram, ce que la vidéo 2D pourrait être à TikTok, nous on l'est pour la 3D. Donc voilà, c'est ce qu'on fait au jour le jour. On s'amuse, c'est une application pour s'amuser, pour générer du contenu 3D. Donc je prends une application en tant qu'utilisateur, j'active la caméra évidemment, je filme le monde autour de moi et je peux aller faire des incrustations en 3D dans ce monde-là que je vois autour de moi. Alors nous, ce que tu peux faire, c'est effectivement, tu peux aller ouvrir ta caméra aujourd'hui et aller capturer au travers de la photogrammétrie justement chaque objet qui va pouvoir aller t'entourer. Donc ça peut être par exemple, je sais pas, si tu as une figurine d'Iron Man ou si tu collectionnes les Funko Pop par exemple, tu vas pouvoir les capturer. Donc aujourd'hui c'est au travers d'images, demain ce sera avec de la vidéo également, justement cette figurine et aller la reconstruire en 3D. Après... Alors t'as dit un mot très compliqué, la photogrammétrie, c'est quoi ? Je jump. Bonjour. La photogrammétrie, en fait, c'est comme quand vous faites un panorama avec votre téléphone. Ça permet de recoller des photos entre elles pour refaire un modèle en 3D. C'est aussi simple que ça. Donc on tourne autour d'un objet, on colle les photos ensemble, comme un collage, hop, et ça nous fait le modèle en 3D. Photogrammétrie. D'accord. Et l'output, Marie, alors c'est quoi ? C'est une photo en 3D, c'est une vidéo ? Alors ça va être un objet 3D. Donc l'output que nous on a de notre côté, ça va être justement un fichier 3D, mais sur lequel tu vas aller par la suite rajouter justement des effets, des filtres, justement pour aller animer ta création et vraiment aller créer justement un post custom qui va être posté dans le feed scénario. Une fois que c'est posté dans le feed scénario, les autres utilisateurs peuvent aller le liker, mais également aller par exemple le remixer. Donc par exemple, moi je vois que Sébastien, t'as été scanné et t'as été animé ton Funko Pop de Maître Yoda. Tu vois, je me dis trop bien. Moi j'ai un espèce de chapeau qui traîne chez moi. Je vais aller scanner, je vais aller l'animer et je vais le rajouter sur la tête de Maître Yoda. Voilà. Donc ça c'est partie des choses que tu peux aller faire. Ah ouais, donc vos clients, vos utilisateurs peuvent combiner différents objets en 3D les uns avec les autres et créer des nouvelles scènes ainsi. Donc ça part de photos, hein. J'essaie de juste rephraser pour être certain que j'ai bien compris. Je prends des photos à différents angles et vous assemblez ces photos pour faire une scène 3D qui peut être ensuite animée, voire même composée avec d'autres scènes 3D. Exactement. Alors j'ai le sentiment que ça consomme beaucoup de puissance CPU, ça, non ? Je me trompe. C'est peut-être le moment de faire le parcours utilisateur. Quelles sont les différentes, donc vous déployez sur AWS, sinon vous seriez pas là maintenant. Quelles sont les différentes composants? Quelle est l'architecture sous-jacente pour cette appli? Je démarre l'appli. Bon, ça c'est une appli iOS pour le moment. iOS. Okay. Donc j'obtiens l'application. Je crée un compte, je suppose. Comment ça marche? Tout à fait. C'est la première étape, la création de compte. On utilise Cognito, AWS Cognito pour fédérer les identités au travers de social media providers. Donc tu peux utiliser Apple ID, Google ou Facebook pour l'instant. À partir de là, on te crée automatiquement un compte et tu rentres dans le monde de scénario. La première chose que tu vois en tant qu'utilisateur, c'est ce que mentionnait Marie, c'est le feed. Le feed, il est basé sur OpenSearch pour avoir les dernières nouveautés. Demain, les dernières nouveautés localisées et après éventuellement plus de personnalisation. Le feed, c'est équivalent au feed Instagram ou Twitter. C'est la liste des posts des autres utilisateurs.
Ok. Exactement. On reprend les codes des médias sociaux actuels. Tu peux penser feed TikTok, feed des Reels, Instagram, etc. Et ça, tu dis, vous implémentez avec Elasticsearch. C'est pas une base de données plus traditionnelle ou un NoSQL, un DynamoDB. Alors, c'est Elasticsearch on top de Dynamo. Okay. Le Elasticsearch, il nous sert à faire des filtres par rapport à tout un tas de critères. On remonte des tags, on remonte des informations de géolocalisation, on remonte plein de choses, et en fait, on sert d'open search pour agréger tout ça. Oui, j'ai dit Elasticsearch, mais à culpa, on appelle ça Open Search maintenant. Ouais, no worries, Sébastien, c'est pas grave, je peux t'aider sur les noms des services AWS. Donc du coup, ça c'est la première chose que l'utilisateur voit. Et après, il peut rentrer dans le monde de la création. Donc quand il passe dans le monde de la création, la première chose qu'on peut l'inviter à faire, c'est prendre ses fameuses photos. Et donc là, on génère toutes les datas depuis le téléphone. Donc on ouvre la partie photo, capture photo, comme un appareil photo classique sur n'importe quelle autre application de photo. Tu prends plusieurs photos, on capture toutes ces photos avec des données de géolocalisation, d'orientation du téléphone. On envoie tout ça dans le cloud. Là, on a un service d'ingestion qui est basé sur Amazon S3. Donc l'application mobile parle directement à S3 pour uploader les... Combien de photos il faut pour scanner un objet, typiquement ? Ça dépend de ce que tu veux faire, mais à partir de 20 photos, tu as des... quand même 20 photos, ouais. Donc, si je prends ma tasse qui est ici en face de moi, vous la voyez pas parce que c'est un podcast audio, mais une cup tout à fait normale, et je dois la prendre sous tous les angles. Donc, je dois tourner autour, la mettre sur une table, avec des conditions d'éclairage spécifiques, ou vous êtes assez généraliste? Alors, T'as plein de critères qui rentrent en compte. Ça dépend de ce que tu vas faire avec ton objet. Mais par exemple, si tu veux quelque chose de très 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 précis, on va te suggérer un éclairage indirect pour pas avoir de reflets, ce genre de choses. Et là, tu vas avoir un modèle hyper slick. Mais si tu veux juste t'amuser et prendre en photo ton pote, tu prends les photos un peu n'importe comment, et puis ça passe, et 20 photos, c'est bon, quoi. Mais ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire. Donc, on permet tous les usages. En vrai, à partir de 5 photos, tu peux reconstruire quelque chose. Mais on s'est aperçu que les utilisateurs avaient besoin de quelque chose le plus simple possible. Donc, on a dit, 20 photos, c'est le minimum pour l'instant. Tu fais 20 photos et t'avances. Si on parle du futur, demain, on va permettre de faire ça avec une vidéo. Donc, en gros, tu vas faire une vidéo. Et tu te poseras même plus la question du nombre de photos. Et c'est vous qui extrairez les images de la vidéo. Exactement. Donc, ces photos arrivent du mobile sur S3 directement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on a une API entre-temps qui permet de dire, voilà, je lance la création d'une nouvelle capture, le classique. Cette API, elle est basée sur du Fargate. On a un application load balancer en front, on utilise du gRPC, donc c'est pour ça qu'on est passé par ce combo-là. Pourquoi gRPC? On pourra revenir sur les détails si on a le temps. À partir de là, on lance le process de capture, et c'est un flow qu'on a orchestré avec Step Functions. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'étapes, et donc si on ouvre le capot, là ça devient assez compliqué, mais il y a la première étape qui est on pré-traite les photos, on génère des thumbnails, on optimise, éventuellement on commence à appliquer du content moderation, on passe de l'AI pour savoir ce qu'il y a sur les photos pour être sûr qu'il ne va pas y avoir des problèmes. Je t'interromps pour aller chaque fois un peu plus loin. Oui. Pour l'AI, vous utilisez des modèles à vous, des services managés comme Recognition? Non, pour l'instant, c'est modèle out of the box. Donc oui, équivalent Recognitions. On est plutôt sur des standards de l'industrie. Demain, en fait, on va faire du plus custom. Et donc ça tourne sur des containers aussi, sur des EC2 alors, si c'est pas Recognition? Non, c'est des petits modèles qu'on fait tourner sur Lambda. Ah, sur Lambda directement, faire de l'AML dans Lambda, sympa ça. Ouais, alors bon, là-dessus c'est assez mouvant, donc on va pas, on change beaucoup. je vais rester sur ce qui est sûr. Et du coup, ouais, on a des protos. On a fait du proto recognition avec Recognition. On a des soucis parce que j'ai parlé des photos là, mais après on a aussi la partie content moderation après la reconstruction 3D, et là les modèles out of the box recognition ils marchent pas super bien, donc faut aller sur du custom. Donc on change souvent, et c'est en phase de test cette partie-là. Donc la stratégie qu'on envisage dans le plus long terme, ça va sans doute être du retraining recognition pour la partie picture, et du custom un peu plus disons libre. On va peut-être aller sur je sais pas, on sait pas encore, mais
on a des bonnes promesses avec du computer vision sur Hugging Face là qu'on arrive à améliorer, qu'on pourrait déployer sur SageMaker ou pas. Moi, j'attends le SageMaker serverless pour que ça soit efficace pour nous. Et donc là, l'idée, c'est d'éliminer les photos qui seraient provocantes ou enfin impropres à publication publique. Exactement, mais t'as deux steps. T'as le step photo, mais t'as le step modèle 3D, parce que quand tu recombines des choses, après, c'est là où ça devient un peu compliqué. C'est-à-dire que quand tu as appliqué des effets, tout à l'heure, Marie parlait d'ajouter un chapeau sur Yoda. Déjà, on rentre sur des trucs un peu exotiques. Et donc, du coup, tu peux te retrouver facilement avec des choses que tu vas pas reconnaître. Et donc, en 3D, ou des choses que tu pourrais reconnaître et deviner, mais que t'as pas envie. Et donc, c'est tout un pan de recherche pour le futur. Mais donc, si j'en reviens au flow actuel, donc on est sur Step Function, on déclenche tout un tas de choses sur les photos, on lance le processing. Aujourd'hui, le processing il tourne sur des machines custom qu'on n'a pas, qui sont pas sur AWS, en tout cas pas encore, qui vont l'être bientôt, je l'espère. Donc le processing, c'est vraiment l'assemblage des photos, la photogrammétrie dont tu parlais, dont vous parliez tous les deux avant. Okay. Ouais. La photogrammétrie pure, elle tourne sur des machines qu'on hoste nous-mêmes, parce que on met souvent à jour et on a besoin de capacités spécifiques techniques. En l'occurrence, ça tourne sur des Mac et sur des Mac dernière génération. Donc tant qu'on n'a pas les Mac M1 sur AWS, on peut pas faire tourner cette partie. D'accord, j'avais demandé qu'est-ce qui manquait sur ces deux pour que vous puissiez pas le faire. Là, tu réponds à la question. C'est en preview pour le moment. D'ailleurs, ils seront annoncés incessamment sous peu. Mais donc, et tiens, pourquoi nous sommes sur les starting blocks pour les mettre pourquoi sur ça tourne sur Mac? Enfin, qu'est-ce que vous avez fait de spécial qui fait que ça exige un Mac? Ou qu'est-ce qu'un M1 a de spécial? En fait, il y a deux composantes sur les M1 qui sont très efficaces. C'est la partie GPU qui a une rentabilité bien supérieure à Nvidia pour notre use case, et la partie ML Core ML aussi qui nous est particulièrement utile dans le cadre de notre reconstruction 3D. À titre d'exemple, dans ma startup précédente qui s'appelait Redbird, on tournait sur AWS, on faisait aussi de la photogrammétrie, mais sur des images prises par drone. Et notre process il tournait notamment en partie sur des Nvidia GPU. Et si je dois faire une comparaison, qu'on fait pas du tout les mêmes choses, parce qu'avant c'était des grandes zones avec des photos aériennes, et aujourd'hui c'est plutôt des objets et des petites zones. Mais pour des équivalents sur Mac, là ça tourne jusqu'à 10 fois plus vite dans notre use case. Et donc vu que c'est tout à fait rentable de tourner sur. Wow, c'est intéressant. Ça veut dire que vous codez en Swift cette partie-là? Ce core processing là, il est en Swift. C'est intéressant comme cas d'utilisation des M1. D'habitude, les cas d'utilisation M1 dans le cloud, c'est plutôt le développement, le build, le test, les choses où il faut Xcode. Là, vous l'utilisez donc pour ses capacités GPU et Core ML. Donc, vous tournez votre code qui fait un rendu 3D de mes 20 photos. Et puis... Exactement. Ce résultat, on le renvoie à AWS et là, on passe sur une phase d'optimisation, toujours orchestrée par Step Function. Là, on va aller faire de la décimation du résultat, du modèle, parce qu'on peut avoir des modèles avec, 180 000 polygones qu'on veut distribuer sur des téléphones mobiles. Et donc, en fait, c'est trop gros. Donc là, on applique de la simplification du modèle. On applique de la simplification des textures, donc parce que le modèle on a une texture. Donc par exemple, si je prends un exemple, l'exemple que j'aime le mieux là, c'est la tarte aux fraises que a faite ma femme pour mon fils il y a quelques. Tu l'as modélisée? Elle est magnifique, donc. Ouais, je l'ai modélisé. Donc j'ai pris, c'est là je voulais tous les détails. Donc il y a les feuilles de menthe, etc. Donc c'est magnifique là, mais c'est 180 photos. Et là le modèle qui en résulte, il peut tourner sur téléphone, mais pas sur tous les téléphones. Et nous on veut que ce soit compatible sur le plus de modèles possibles, et que ce soit le plus léger possible, qu'on puisse les combiner, le mettre dans des scènes, de la mise en forme un peu avancée avec des effets, ce genre de choses. Et donc on est obligé de simplifier le modèle, simplifier les textures, réduire la chose. Le modèle en sortie de notre process, il fait jusqu'à 200, 300, 400, parfois 600 mégas. Et là, avec notre process d'optimisation, on le réduit à beaucoup moins, 20 MB, 40 MB, avec des différents, on appelle ça des LOD, Level of Details. Et dans le monde 3D, on va appeler ça des MIPS. Donc en gros, si tu regardes le modèle de très près, tu vas prendre les textures qui ont le plus de définition. Si tu regardes le modèle de loin, tu vas prendre les textures qui ont moins de définition.
On les compresse au format GPU des téléphones. Donc tout ça, c'est pareil, on le fait dans AWS. Il y a différents services qui entrent en compte. Pour la décimation des modèles, c'est des choses un peu plus grosses, donc qui nécessitent des machines EC2. Ça tourne on le fait sur du AWS Batch. AWS Batch. Ensuite, on a la partie compression des textures. Celle-là, on a réussi à la faire tourner sur Lambda et à paralyser au maximum. Donc ça, on l'a fait sur Lambda. Donc ça, on fait la compression pour les GPU à destination de GPU mobile massivement parallèles sur des Lambda. On repackage tout ça via notre API et on renvoie le résultat au téléphone. Ça prend combien de temps, end-to-end? Sur 20 photos, le premier résultat qui arrive sur le téléphone, c'est au bout de une minute, 2 minutes. Et après, en fait, c'est là où c'est tricky, mais on affine. C'est-à-dire que tu fais ta capture, on t'envoie le premier résultat qui est le moins joli, le plus rapidement possible. Et après, nous, on lance toute la moulinette que je viens d'expliquer. Et cette moulinette, elle tourne, elle peut prendre un peu plus de temps. Et en fait, si tu reviens 2, 3, 4, 5 minutes après, avec toute l'optimisation que je viens de décrire, là, tu as un modèle plus détaillé, plus joli et moins lourd. On est d'accord que dans le modèle, il n'y a plus de bitmap. C'est un modèle vectoriel, graphique, 3D, qui représente l'objet que tu as photographié, à part peut-être pour les textures. Un modèle 3... voilà, exactement. Un modèle 3D, c'est plus du bitmap, c'est du compressé GPU en l'occurrence là quand on a optimisé. C'est des vertex, donc qui représentent tous tes liens, tes polygones. Donc tu pourrais schématiser ça par un fichier texte. Mais on utilise un format de compression. En l'occurrence, dans la version optimisée, c'est du GLTF. Et les textures dans la version optimisée, c'est un format ASTC, ce qui est le format qui est disponible que tu peux utiliser sur Android et iOS, qui lui est optimisé pour les GPU et pour pouvoir être chargé plus rapidement et tenir moins de mémoire. J'ai une belle question, il n'y a plus de background à ce niveau-là, c'est juste l'objet lui-même qui est modélisé. Ouais, alors c'est l'objet lui-même qui est modélisé, puis après tu peux faire d'autres choses. Par exemple, je scanne ma tarte. Toujours, je reprends l'exemple de ma tarte. Ma tarte, elle était sur une assiette qui était elle-même sur une table, et il y avait des verres autour. Mon fils qui faisait n'importe quoi parce qu'il voulait manger la tarte et que moi j'étais en train de la scanner. Enfin, je le frustrais. Donc il se passe plein de trucs autour, et donc tu peux te retrouver avec des artefacts. Et donc là, après, on rentre dans le monde, on revient sur le téléphone et on rentre dans le monde de l'application, et tout le monde peut faire de la 3D. Et directement sur le téléphone, tu as une interface qui te permet d'enlever les morceaux que tu veux plus. Donc tu peux le cropper, t'enlèves la table, t'enlèves ton fils qui fait n'importe quoi à côté, et hop, t'as juste ta jolie table. Avant d'envoyer pour la modélisation. Donc ça, c'est un pré-traitement que je fais côté téléphone avant d'envoyer, correct? Ouais, tu envoies, tu génères ton modèle 3D, tu reviens sur le téléphone et là tu permets à l'utilisateur de faire n'importe quoi. Par exemple, cropper ou ajouter des effets, etc. Ça c'est après. À partir du moment où on redistribue le modèle 3D, là on utilise CloudFront pour faciliter la distribution du contenu, parce que ça représente quand même beaucoup de data, et tout ça on le distribue via CloudFront pour que ça charge plus vite sur les téléphones et partout dans le monde. Et là, vous avez un système qui me permet de partager. Donc, je suppose que le modèle, il est de nouveau sur S3, caché par CloudFront. Si je le partage avec d'autres utilisateurs, vous donnez accès au même fichier aux utilisateurs en gérant les permissions sur les fichiers via votre API. Exactement, c'est le principe. Ensuite, si on continue, on n'a pas encore terminé. Là, tu ajoutes des effets à ton objet ou pas, ou tu le mets en scène. Et à partir de là, tu sauvegardes ce que tu as fait. Donc ça c'est aussi via l'API. Là, on stocke dans DynamoDB. Par exemple, tu vas dire, ma tarte, je l'oriente à 45 degrés, je la fais tourner, je la mets à tel endroit, etc. Tout ça, tu le sauvegardes dans un format maison sur Dynamo. Là, tu as ton objet. Ensuite, tu veux le partager avec d'autres gens sous forme de vidéo. Là, ce que tu fais, c'est que tu fais un rendering. Ce rendering, pour qu'il soit fidèle à nos effets, on le fait sur le téléphone. Plus tard, on veut le faire dans le cloud pour que ce soit encore plus léger et que ça puisse tourner sur encore plus de devices. Mais pour l'instant, c'est rendu sur le téléphone. On réupload la vidéo sur le même principe que les photos au début. Ça repart sur S3. Et là, on a un autre workflow d'optimisation qui part pour optimiser la vidéo pour tous les devices, pour faire du streaming, pour faire du download. On ajoute un watermark animé avec scénario et le username. On fait tout ça. Ça tourne avec la suite Elemental.
Principalement, on a aussi du du Lambda pour générer les images à la volée en fonction des usernames et ce genre de choses qui est ensuite pris en input dans Elemental. C'est remis dans S3 et c'est redistribué vers la CloudFront. C'est authentifié, on utilise les CloudFront Functions avec des authorization keys et passer en header pour autoriser que tout le monde puisse pas regarder ou prendre tes datas. Les CloudFront Functions, c'est pas facile à prononcer, tiens. Ouais, CloudFront Functions. C'est des petits morceaux de code qui peuvent être exécutés on the edge directement, un peu comme des lambda mais qui tourneraient sur CloudFront et qui peuvent traiter les paramètres HTTP à la volée, entrée-sortie, c'est ça? Exactement, comme les lambda attach, un peu plus léger, extrêmement efficace. Et donc là, faudrait rentrer dans le détail, mais avant, quand on fait du streaming sur mobile, on a un premier fichier qui est un M3 U8. Et ensuite, on a plein de segments. Ouais, exactement. On a tous les segments et à chaque fois, il faut faire une authentification. Alors, soit on utilise des cookies d'autorisation sur CloudFront, ce qui est un peu compliqué. Soit faut rewrite. C'est aussi compliqué. Les CloudFront Functions qui sont sortis il y a moins d'1 an, si je ne m'abuse. Oui, c'est assez récent, ouais. Elles résolvent complètement le problème. Et donc, nous, on a utilisé ça pour faire l'autorisation avec des headers et ça marche à merveille. Dans tout ce que tu as dit, il revient Fargate, il revient Lambda, il revient CloudFront Function. Il y a l'air d'y avoir un choix pour aller serverless d'abord. Ah oui, ça. Je suis un gros fan de serverless. Je suis sans doute un peu biaisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moins on a de serveurs à gérer, plus simple est ma vie. Aujourd'hui, le produit sur la partie cloud, on l'a fait à 1,5, une personne et demie sur moins de 1 an. Et je vois que, enfin, t'as entendu tout ce que j'ai mentionné. Il y a énormément de choses. Ça va de reconstruction 3D, à de l'API, de l'authentification, de la distribution sur la traitement de vidéo, distribution sur Content Delivery Network. Stockage, indexation avec de l'open search. Enfin, il y a énormément de choses. Et le moins on a à gérer, le mieux on se porte. Et le plus facile, c'est à déployer et à monitorer. Donc, oui, serverless first. C'est aussi ce qui nous coûte le moins cher. Aujourd'hui, ce qui nous coûte le plus cher dans toute notre infra, c'est probablement ce qui passe le plus anecdotique, mais c'est open search. Et qui est pas serverless. Et donc, il y a plein de rationnels à utiliser du serverless. Dans notre cas, on est une start-up, on est early, on est une quinzaine de personnes, on est 1,5 sur la partie cloud. Serverless, c'est un no-brainer, comme on dit. Il y a beaucoup d'intelligence dans l'application aussi, si j'ai bien compris. Vous êtes combien côté l'application iOS ? Aujourd'hui, c'est 1,5 pour toute la partie, on va dire flat. Je sais pas comment le décrire, mais flat. Donc tout ce qui est le tradi des social networks, lire les vidéos, commenter, se connecter, etc. Puis, toute la partie 3D, rendering 3D, intervention de la 3D, là, il y a 4 personnes. À ça, on rajoute un artiste qui fait des VFX et un art director pour l'ambiance au global. Il y a une bonne partie qui sont une utilisation astucieuse des briques de base, des fondations d'AWS. Tu as parlé de Step Function et autres. Il y a une partie créative aussi de génération des modèles 3D. Ce que je ne me rends pas du tout compte, c'est à quel point on peut utiliser des solutions off-the-shelf aujourd'hui pour faire ça, et à quel point il y a votre sauce secrète à vous et vos efforts de R&D. Alors, sans rentrer dans les détails, évidemment, les secrets, mais j'imagine qu'il y a une bonne partie de savoir-faire. C'est pas juste la recomposition ou l'utilisation de modèles existants. En fait, si tu prends le chemin de base, il y a des briques off the shelf surtout. La photogrammétrie, il y a des briques off the shelf, l'optimisation, il y a des briques off the shelf, la prise de photos, il y a des briques off the shelf, partout il y a des briques off the shelf. Là, nous, notre secret de sauce, en fait, aujourd'hui, il n'existe pas de boîtes qui ont donc les personnes qui travaillent en graphics, elles ont beaucoup d'expérience en 3D par leur background dans le jeu vidéo. Par exemple, un de mes cofondateurs, le VP Graphics, celui qui lead la partie 3D rendu 3D, il a 20 ans d'expérience dans le jeu vidéo. Il a bossé sur le dernier Star Wars sur Oculus, par exemple. Et
mais lui, il n'a pas l'habitude de travailler avec du processing at scale et des personnes qui sont capables d'optimiser des bouts de code que lui peut écrire ou d'industrialiser ce bout de code qu'on peut écrire. De l'autre côté, t'as moi qui est une expérience de scalabilité des systèmes d'information de manière générale et en particulier dans le cloud, de mise à l'échelle de systèmes, et ça c'est une combinaison que tu trouves très rarement. Et du coup, on a réussi à faire des choses que même nos early investisseurs ne croyaient pas. C'est-à-dire quand on a annoncé qu'on allait faire ce produit-là en juillet de l'an dernier, les gens nous ont dit mais en gros vous y arriverez pas. Et certains nous l'ont dit, d'autres nous l'ont pas dit. Ils croyaient parce qu'on était une bonne team. Très fort. Et quand on a envoyé la bêta en décembre sur TestFlight, les mecs ils ont dit mais c'est pas possible, vous l'avez fait, incroyable. Mais parce que en fait on utilise intelligemment tout de manière opportuniste tout ce qui est à notre disposition, mais on sait le combiner d'une manière unique. Et en plus, on a l'expertise pour pouvoir l'affiner et ajouter les choses qui manquent. Donc, elle est là notre secret de sauce. C'est-à-dire que on va au plus vite sur tous les sujets et ça nous permet de mettre l'accent sur les trucs un peu uniques. Typiquement, dans la partie animation, on commence à avoir ça, on va rentrer dans des choses compliquées, mais en gros, si tu scannes un petit Yoda, par exemple, bah nous, on va être capable de l'animer automatiquement maintenant. Et jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas de produit out there qui permette de faire ça depuis ton téléphone. C'est grand public. Ouais. C'est unique. Donc t'en as Adobe par exemple, ils sont très forts là-dessus. Ils ont un outil que tu peux utiliser sur ton ordinateur pour faire de l'animation d'objets comme ça, mais il faut être un expert. Il faut sortir l'ordi, il faut installer le logiciel, il faut importer ton objet au bon format, il faut aller t'amuser à ajuster tous les paramètres un par un, et ça te prend des heures. Et là, nous, tu fais ça depuis ton téléphone. Donc vous mettez à la portée de tout le monde la 3D, le monde de l'animation, là où c'était réservé à des professionnels Exactement. Avant, en faisant ça sur son téléphone. Je connais des adolescents qui vont adorer ce genre. Ah ben nous aussi on en connaît qui adorent déjà. Oui, bien sûr. Avant de parler du futur, je voulais revenir sur un point technique que tu as brièvement mentionné. On a encore quelques minutes, donc je voudrais en parler. Tu as parlé d'API avec gRPC, alors que sur AWS, il y a API Gateway, il y a AppSync. Ouais. C'est quoi, grosso modo, la différence entre des API gRPC versus du REST traditionnel ? Et pourquoi vous l'avez choisi après en deux temps? D'abord c'est quoi et puis pourquoi? Donc gRPC c'est pour faire simple et de manière vulgarisée, c'est juste le format d'échange des données qui est différent. Pour faire simple. Voilà, on va s'arrêter là, sinon on va devoir rentrer dans les détails, ça va nous prendre des heures. Ensuite, mais c'est basé sur HTTPS JSON également. Ouais, c'est HTTP V2. Non, c'est pas du JSON. C'est pas JSON. C'est un format binaire, c'est ça? Ouais, c'est exactement, c'est du protobuf. Pourquoi on l'a choisi? Parce qu'en fait, on a beaucoup de données à échanger et que c'est beaucoup plus. Une des raisons, c'est qu'on a beaucoup de données à échanger, c'est plus léger. Il est plus facile de faire évoluer aussi. Parce que en fait, tu décris dans ton format protobuf, tu vas décrire les champs. Les champs ont un ID, c'est généré de manière interne automatiquement, et ensuite si t'en rajoutes, ils prennent un ID supplémentaire et par défaut c'est compatible avec d'autres clients qui ont été exactement. Et ça nous aidait beaucoup parce qu'au début, notamment pour la sauvegarde de la modélisation. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous expliquais sur l'histoire de ma tarte aux fraises que je changeais son orientation, que j'enlevais telle ou telle partie, que je mettais tel ou tel effet. Et là-dessus, on a beaucoup itéré. Donc, pour trouver le format qui marche le mieux et le plus évolutif, on a dû faire pas mal de changements et en reste, on aurait trop galéré. L'autre avantage, c'est que c'est bidirectionnel. Donc, tu aurais pu me dire, AppSync, il peut faire ça aussi. C'est vrai, mais donc t'as du push de la même manière. Le troisième avantage qu'on avait, c'est que on a essayé des outils de génération de SDK. Donc, parce que là, alors faut rentrer dans le détail de notre stack technique, mais en gros, on a notre appli iOS. Demain, on aura notre appli Android. On est en natif parce qu'on a besoin du plus de réactivité possible, notamment pour prendre les photos ou faire les trucs un peu avancés sur le téléphone. Ensuite, on a notre partie engine 3D qui elle est pas écrit en Swift, par exemple sur iOS, c'est en .NET.
on utilise des game engines du marché pour notamment avoir plus de VFX et puis pouvoir montrer aussi que ce qu'on fait, ça peut être utilisé ailleurs. Donc ça c'est un autre aspect. Ensuite, Unify. C'est Unity, ouais. Unity, pardon, ouais. De notre côté. On a parlé que de l'appli mobile, mais on a dans les cartons un viewer sur Oculus, par exemple. Ouais, donc bref, Unity fait beaucoup de sens dans ce cadre-là. Donc on avait besoin de parler avec notre API sur du Swift, sur du futur Android, sur du web, parce que j'en ai pas parlé, mais on a aussi une console et puis on a un portail et puis enfin bon bref, on a plusieurs applications, composantes d'applications qui lisent notre API. Et on avait besoin de générer des SDK dans tous ces langages. Et en fait, ce qui s'est retrouvé le plus efficace et le plus flexible dans notre contexte, c'était gRPC. Voilà. Ça me rappelle au siècle passé IDL, Interface Definition Language, où on définit des interfaces et on les compile avec des outils ad hoc pour faire du Corba à l'époque. Ouais, les concepts n'ont pas changé. C'est la même logique. En fait, on part du protobuf, qui est une description de format, et il te génère tout, et t'as plus qu'à remplir la logique business, et ensuite tu peux générer tes SDK de la même manière. Et pour l'implémentation, vous codez en quoi côté Docker, Fargate? Ça c'est en TypeScript. En TypeScript. Et je suppose qu'il y a des librairies gRPC pour TypeScript, standard, comme la plupart des langages. Une chose dont on n'a pas parlé, Hervé, c'est la partie développement et gestion de votre infrastructure. Je suppose que vous avez du CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment à tous les étages et de l'automatisation le plus possible. C'est ça qui fait la valeur du cloud. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous, tout est development. As code, tout est les codes, l'infra est as code, everything as code, tout est stocké dans GitHub et on déploie tout sur AWS avec CDK. Et CDK, c'est le Cloud Development Kit qui vous permet d'écrire du code dans un langage de programmation, donc Java ou TypeScript, je suppose que pour vous c'est TypeScript, et qui génère de l'infra automatiquement. Je mettrai le lien également dans les notes du podcast. Et avant, j'utilisais CloudFormation il y a longtemps, et ça change tout. Le CDK change absolument tout, et sans le CDK, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait à une personne et demie. On a parlé de très nombreuses technos, et CDK facilite tout ça. Alors, déployer OpenSearch en CDK, c'est super. Quelques lignes de code. Donc, ça veut dire que vos clusters Fargate, Docker, ça veut dire que le déploiement de vos applications, ça veut dire que les lambda, les step functions, tout ça, c'est défini dans le CDK ou avec le CDK. Toute l'infra, nos comptes, tout est dans CDK. Et donc, vous utilisez la console en phase d'exploration, de recherche, mais une fois que vous voulez programmer... On n'utilise plus la console. Même plus. La console, je l'utilise uniquement pour les factures. Faudrait pouvoir CDKiser les factures. Non, mais sans rire, la console, on n'y va quasiment plus. Le seul moment où je peux éventuellement aller sur la console, c'est quand on est en phase de test, si on doit aller manipuler des données rapidement en base de données pour faire des switches, ce genre de choses, ça ouais. Mais sinon jamais. Tout est as code. On génère nos diagrammes depuis CDK, tout est automatisé. C'est ça l'avantage, ça fait la documentation également d'une certaine façon, puis vous avez l'historique des infrastructures aussi, puisque c'est dans GitHub, donc vous pouvez revenir en arrière, savoir ce qui a été changé. Et mon head of cloud là me fait une petite PR, je valide et c'est parti, c'est déployé. Ouais. C'est vraiment ça change tout quoi. Et le CI/CD fonctionne côté AWS, côté GitHub. CI/CD, alors ça va dépendre des parties, parce que là du coup on a différents modes, on a donc des SDK. Donc les SDK, eux, on les fait tourner sur Git, parce qu'on avait besoin d'instances Mac et déployer plus facile, sur GitHub. C'est une ligne de code dans GitHub, donc là on les a fait là-dessus. Sur la partie pure AWS, c'est sur AWS. Et sur la partie appli, aujourd'hui, c'est plutôt limité. Donc, on a des tests qui tournent en local quand on fait le développement. Et on n'a pas encore de tests automatiques. C'est un peu le sujet chaud aussi. On en a pas parlé tout à l'heure en termes de futur, mais ça fait partie de la to-do, qui est un peu moins sexy, mais qui est là quand même. Et les builds Mac, vous les faites sur Git alors pour l'appli? Non, les builds Mac, on les fait pas sur Git. On les a. Comme je disais tout à l'heure, on a des machines, on utilise les mêmes machines. Donc automatisation à tous les étages avec le Cloud Development Kit. Alors vous avez ouvert tous les deux une petite porte sur le futur. Tu as parlé d'Oculus, tu as parlé évidemment d'une application Android.
c'est quoi votre futur dans les 6-12 mois qui viennent et au-delà? Alors, je vais essayer de rester sur les éléments du futur qui sont le plus en lien avec AWS. Oui, bien sûr, c'est ça que j'entendais, hein, le futur cloud. Ouais, ok. Bah non, parce que sinon, si on rentre sur l'application, là, après moi, tu vois, je m'emballe un peu, puis j'ai plein de choses à dire. Alors du coup, je sais pas, ça prendra trop de temps. Mais en gros, aujourd'hui, j'ai un peu évoqué la partie intelligence artificielle tout à l'heure. On va aller beaucoup plus loin sur ces aspects-là. Donc, on va reprendre un autre exemple. Tu scannes. Je vais te scanner toi, Sébastien. Allons-y. Ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal. c'est même rapide. Donc, il y a aujourd'hui, j'ai parlé de photogrammétrie pour faire la reconstruction 3D. Il existe de nouvelles techniques qui sont devenues diablement efficaces. Ça s'appelle NERF pour Neural Field Radiance. Neural Radiance Field, pardon. Et ça utilise du ML pour faire la reconstruction. Aujourd'hui, ça marche pas. Enfin, ça marcherait bien dans notre cas, mais la partie transformation du NERF vers le modèle 3D, elle est pas encore idéale dans notre contexte. Nous, on veut investir là-dedans pour réduire le temps. Tout à l'heure, je parlais de 1 minute pour 20 images, pour le réduire à 2 secondes, 3 secondes. Donc, on veut le réduire le plus possible. Donc, ça tournera toujours pas sur le téléphone parce que les modèles sont trop gros, ils peuvent pas tourner. En tout cas, pas aujourd'hui, ils peuvent pas tourner sur le téléphone. Mais les faire tourner sur AWS. Ça, c'est un axe de recherche très fort sur lequel on va investir. Mais une fois que tu as reconstruit ton modèle en 3D à partir de tes photos de quelques images, 20, 100, peu importe, ou ta vidéo, tu veux aller plus loin. Typiquement, ça se voit pas, mais ce matin, tu as une très belle coupe de cheveux et on aimerait que cette belle coupe de cheveux sur le modèle 3D, elle soit vivante, tu vois. On veut pas que ça soit statique. Et en fait, avec du ML, on peut aussi reconnaître que ce sont des cheveux et vu qu'on a les compétences en 3D, au lieu de restituer des polygones, on va restituer des cheveux qui sont vivants. Voilà. Et donc, on va prendre un autre exemple. Tu scannes et donc les animer séparément du reste du corps. Exactement. Tu scannes une voiture ou une moto. J'ai scanné une voiture de mon fils, là, une voiture Lego. Aujourd'hui, elle est statique. Mais en fait, on peut reconnaître les roues. Et on pourrait les animer de manière automatique. Là, c'est pareil, ça va passer par du ML et ça, on le fera tourner sur AWS. Donc ça, c'est un axe de recherche très fort. J'ai parlé de content moderation tout à l'heure. Il y a cet axe de recherche aussi, parce on est disponible sur le store depuis quelques jours pour tout le monde. Et donc on a des gens maintenant qui déjà qu'on était sur TestFlight, on a des gens qu'on ne connaissait pas qui faisaient du contenu. Là, ça va être encore plus compliqué. Donc pour l'instant, la content moderation, on l'a fait à la main. Et ou sur signalement des utilisateurs, mais ça va pas pouvoir durer. Tu vois, les expérimentations dont je parlais tout à l'heure, notamment sur les images et ou sur les modèles, il va falloir qu'on les passe à l'échelle. Et donc là, il va falloir qu'on devienne très concret sur AWS. Donc il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs steps, et ça sera sur AWS, à la fois le training et l'inférence. Ensuite, la recherche. Aujourd'hui, on fait de la recherche sur OpenSearch. Elle est personnalisée, mais pas suffisamment. Là, c'est pareil. Il va falloir qu'on continue à affiner les résultats avec du ML. Donc, OpenSearch se prête très bien à ça. On peut combiner ça avec soit sur du ML sur Lambda, soit sur du SageMaker. Ça, on verra. En tout cas, c'est un autre axe. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on attend les M1 avec impatience sur AWS parce que on commence à avoir de plus en plus d'utilisateurs et c'est pas viable d'avoir nos propres racks de M1. Et donc voilà, on va aussi bouger ça sur AWS. Comment ça marche la communication là? Comment ces machines se parlent? C'est aussi du gRPC Non, là on est pas à niveau. En fait, on a tout développé pour pouvoir déployer sur AWS. Et donc on utilise comme si on était directement intégré à AWS avec les bonnes autorisations. Et donc là par exemple, ça parlera directement avec du S3. En gros, c'est un mécanisme de worker, donc tout est orchestré par step function. Là, en l'occurrence sur cet aspect-là, on n'a pas besoin de parler via l'API. L'API, elle est public facing. En interne, on a aussi l'API, mais là sur cette partie-là, on est bas niveau dans notre échelle. Et donc en gros, step function orchestre le travail. Il met des ordres de travail dans des fils SQS. Et on a notre worker qui dépile les fils SQS et qui prend les datas sur S3 et c'est tout ce qu'il fait, tu vois, c'est aussi simple que ça. Ouais, tout
tout à fait décentralisé et découpé. Ouais, Donc, ouais. beaucoup de machine learning au niveau Beaucoup de de machine la learning. création de la 3D, et de la génération des modèles et de la modération du contenu. Ce sont les Ouais. La deux gros suggestion axes. aussi des fonctionnalités. Donc on fait du tracking pas mal aujourd'hui pour savoir comment les gens utilisent notre produit, quels effets ils utilisent, quels effets ils utilisent pas. Et en fait, on s'aperçoit que en fonction de ce que regarde l'utilisateur, on doit en fait lui suggérer des choses qui sont différentes. Et à l'intérieur même du produit, aujourd'hui, tu as déjà beaucoup d'options. Par exemple, si tu scannes un objet, tu peux lui appliquer un effet jean, un effet cuir. Tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Et on a déjà tellement d'options qu'on commence à apercevoir un problème de discoverability. Je trouve pas le mot en français. De découverte, d'exploration des fonctionnalités. Vous devez recommander quelque chose à vos utilisateurs. On doit recommander. Donc, il va y avoir c'est encore du ML, mais on va avoir beaucoup de mécanismes de recommandation à mettre en œuvre aussi au sein de l'application. Et là aussi, vous regardez plutôt les services managés comme Personalize, Forecast, etc. Plutôt Personalize dans ce cas-ci, ou du fait maison. Dans celui-là, non, c'est pas encore. On a expérimenté plusieurs choses et tu vois, si j'avais une demande à faire à AWS, ça serait celle-là. Vas-y. Je l'ai déjà formulé à notre solution architect, mais bon, je profite du podcast. À un moment donné, dans notre phase de développement, j'avais 2 semaines pour mettre en place des tests de ML. Manque de chance, le compte sur lequel je devais le faire, c'était un nouveau compte, et donc j'avais pas accès à SageMaker. Et il a fallu 1 mois pour que j'aie accès à SageMaker. Et donc du coup, j'ai fait mes expérimentations ailleurs. Donc ça, je pense qu'il faut faire un effort. Je savais pas que les nouveaux comptes étaient bridés. Je savais qu'ils l'étaient pour des régions. Je savais pas qu'il était pour certains services également. Il faut d'abord prouver qu'on est un bon citizen, ça, un bon citoyen. Je sais. Voilà, ça c'est une demande. Mais du coup, j'ai fait les expérimentations ailleurs, mais on a pris un peu de retard, donc il faut leur revenir là-dessus. Si j'ai envie d'essayer de tester maintenant, je vais sur l'App Store avec mon téléphone et je cherche quoi? Tu cherches scénario et le troisième, je crois, c'est scénario Play with Reality. Je mettrai le lien exact dans les listes, dans les notes du podcast. Si vous écoutez dans une appli de podcast, vous scrollez un peu, vous trouverez le lien iOS uniquement pour le moment. Et je m'en vais essayer ça et partager ça avec mes adolescents qui vont, à mon avis, bien s'amuser avec ça. Vas-y. Carrément. Merci Marie Gérard, Head of Growth, Hervé Nivon, excuse-moi, j'ai écorché ton nom en début de podcast. CTO et cofondateur de Scénario 3D. Call to action, essayez l'application, regardez le lien dans les notes du podcast, vous la trouverez facilement sur l'App Store, Apple pour le moment. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.